S'expatrier, c'est accepter de changer de vie, de découvrir une nouvelle culture, de s'approprier une nouvelle langue, mais aussi de courir le risque d'une incompréhension permanente. Le cœur entre deux capitales, les expatriés tentent de trouver leur place dans des pays réticents à les adopter complètement. Après de longues années d'une relation difficile avec la France, il n'aura fallu qu'une seule nuit à David pour que son destin soit scellé à tout jamais, à celui de la République. Vous écoutez Transfert épisode 129, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro d'Anthony Lesme. Attention, cet épisode aborde des sujets qui peuvent heurter. Pour en savoir plus, reportez-vous au texte de description de l'épisode. Je suis né au Chili, en 1992, dans une région du Chili, à peu près au sud. Bon, c'est assez approximatif quand on parle du Chili. Mais c'est une région qui s'appelle l'Araucanía. Donc c'est l'Araucanie, en fait, dans un tout petit village qui s'appelle Pucón. J'ai une enfance assez pauvre. Mes parents étaient eux-mêmes pauvres d'ailleurs, et j'ai quelques souvenirs quand même de me balader en forêt avec mon frère, ma mère. On allait à la cueillette de champignons locaux, les digüeñes. Mais je me rappelle d'une espèce de romantisme quand même de ce moment-là où c'était beau, quoi. On voyait les montagnes, on habitait une toute petite maison en bois devant laquelle passait une unique route en terre. Et c'était très authentique, quoi. Il y avait une espèce de douceur de vivre. J'ai un souvenir assez positif et beau, en fait, de mon enfance. Mon père nous quitte peu de temps après ma naissance, il me semble. J'ai quelques souvenirs de lui, donc allant à la pêche dans ce lac près de Pucón. Mais il nous quitte au bout d'un moment et il disparaît du paysage. Et j'apprends qu'il est parti en France. Il a pour projet de nous emmener là-bas. Moi, je me demande ce que c'est que la France. Je n'ai même pas connaissance de ce que c'est qu'un pays. Je suis tout petit. Voilà, j'ai ce manque-là qui apparaît où mon père, ce grand gaillard, pêcheur, soudeur, disparaît d'un coup de ma vie, quoi. On arrive en France en octobre, en plein automne. Il faisait pas beau. J'ai ce souvenir-là que c'était pas une belle journée. Et on rejoint en fait mes grands-parents et mon père qui habitait à Tismons. Moi, je comprends pas ce que je fais là. Parce que pour moi, la vie, c'était les montagnes, c'était les forêts, c'était toutes ces choses belles du Chili. Et je me retrouve dans une cité HLM froide où il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de lac, il n'y a rien. Et c'est ce qui me fait le plus de mal, en fait. Où je ressens ce déracinement brutal. D'ailleurs, durant les premiers jours de ma scolarité, en petite section, je crois, et où je parle pas la langue. Je me retrouve face à une maîtresse qui essaie de me parler, mais je comprends rien, quoi. J'ai des petites filles qui essaient de m'apprendre, mais il y a un réel, je ressens une espèce de désaxement, en fait, et je me sens étranger, finalement. J'ai l'impression de débarquer d'une autre planète. C'est difficile parce que ce déracinement couplé au fait qu'on est sans papier, il y a une espèce de danger latent qui dit que si on se fait contrôler par la police, on risque de retourner au pays. Ce qui pour moi constitue une bonne nouvelle, en fait. Et mes parents, non, ils voulaient rester en France, ils voulaient faire leur vie ici, ils voulaient nous faire vivre ici, finalement, et transmettre, en fait, ce nouveau patrimoine. Cette quête de régularisation des papiers, elle est importante parce que elle est surtout importante pour mes parents pour qu'on ait une situation régulière en France. Je me rappelle bien de ces voyages à la préfecture d'Évry, donc dans le RER le matin, et ça ponctuait notre quotidien, quoi. Ces démarches-là avec nos petits papiers, en fait, on n'avait rien. On n'avait pas de quoi justifier notre présence, on n'avait pas de réel projet, on n'était pas vraiment parti parce que la dictature au Chili. On rentrait dans aucune des cases, finalement, à part celle d'avoir envie de vivre ici, quoi. Et peut-être que ça devrait être que suffisant, finalement. Et je comprends que s'il y a une détresse auprès de mes parents, quand mes parents sont très croyants et ils se mettent à prier tous les matins pour que notre situation s'améliore. Sauf que plus le temps passe et plus on nous fait comprendre qu'il va falloir partir. À tel point qu'on reçoit un billet d'avion, enfin voilà, on était censé partir, quoi. Mes parents sont abattus et un jour, il se produit un petit miracle. Où en fait le ministre de l'Intérieur il vient inaugurer un commissariat à Tismons, puis il y a toute une procédure un peu obscure dont on n'a pas vraiment les tenants et les aboutissants, mais notre dossier est remonté, en tout cas notre refus de régularisation est remonté au ministre Chevènement. Et en fait le ministre décide de nous régulariser et de ce fait notre vie bascule, quoi. Je me rappelle que mes parents sont très soulagés, ils sont très heureux, on fait la fête.
La ville d'Athis-Mons nous octroie un logement HLM dans la même cité HLM de mes grands-parents. Et puis c'est comme ça que commence ma vie ou notre vie légale en France. Mon père joue de la guitare depuis 40 ans. Il a presque toujours joué de la guitare. Et il a eu tout de suite, dès le début de mon adolescence, envie de me transmettre cette passion de la musique et du rock aussi. C'est quelque chose qui est très important pour lui. Et il m'a fait un jour un cadeau. Il m'a offert l'album Made in Japan de Deep Purple, en 72, enregistré à Tokyo, il me semble. Et c'est pour moi une rencontre avec une de mes grandes passions aujourd'hui, la musique et plus spécifiquement le rock. Et donc j'apprends à jouer de la guitare et en même temps au collège j'ai un ami qui est un peu artiste quoi et qui fait un peu de photos. Enfin il essaie de faire des trucs avec son petit compact là. Et lui il me dit que c'est possible de faire la photo, de la photo mais plus créative. Je m'accroche à ça, donc j'ai ces deux passions qui naissent en fait durant mon adolescence, la passion de la photographie et celle de la guitare et spécifiquement du rock, de la musique. Donc elles se suivent toutes les deux et elles m'accompagnent. Et j'intègre le lycée Brassailles en 2009 en CAP photo. Je passe 2 ans au lycée Brassailles et je quitte mon bac pro photo parce que j'en ai marre de l'institution de l'école. J'aime pas les profs, j'en ai marre. Et je décide d'être photographe reporter. C'est un univers qui est trop mature pour moi et je suis jeune, il y a des choses que je comprends pas encore très bien. Quand je me rends compte que la photo n'est plus faite pour moi, en tout cas la photographie professionnelle, je me mets en quête de plein de petits boulots. Et ça tombe bien parce qu'en même temps, je reprends contact avec un de mes amis d'enfance, Dylan, qui me parle d'un bar dans le 5e et il me dit non mais c'est le meilleur bar du monde. Moi j'avais jamais mis les pieds dans un bar, hein. J'aime pas trop ce que c'était. Et il me dit non mais un jour on va aller là-bas, ça s'appelle le River, tu verras, c'est incroyable. Bon ok, il m'emmène. Et en fait je deviens fou. Parce que j'y vais tous les week-ends et je dépense énormément de sous dans ce bar à tel point que je deviens ami avec le directeur, les barman, ça devient voilà des potes quoi. Et jusqu'au jour où le directeur vient me voir et me dit mais t'es un mec bien et tout, tu veux passer derrière le bar pour bosser? Et moi à ce moment-là j'étais gestionnaire en assurance, donc c'était un univers qui était absolument opposé en fait à à cet univers-là et j'avais l'impression qu'on m'ouvrait une porte vers presque une face cachée en fait de la société qui est le monde de la nuit et je dis ok et je commence au River en janvier 2014. J'ai pour habitude d'aller voir des concerts avec mes collègues barman. On est tous fans de rock et de rap d'ailleurs, on n'est pas seulement de rock, on écoute énormément de musique. J'ai un pote du quartier qui est aussi barman qui m'offre une place pour un concert et lui est fan de ce groupe. Moi je le connais mal et j'appréhende un peu parce que je suis crevé, j'arrête pas de bosser à ce moment-là, je travaille dans 2 bars en fait, je suis aussi extra dans un autre bar à Pigalle. Le lendemain, j'ai une formation scooter, j'ai pas envie d'y aller quoi. Et j'annule une première fois puis il me dit non mais tu vas venir, donc j'y retourne. Alors ok on y va, allez. Et il me semble même que le jour même je lui dis non mais je vais pas venir. Il me dit si tu viens. Donc il me convainc quoi. Et j'y vais, donc je quitte l'appartement familial aux alentours de 18h. Et mon pote Guillaume qui m'a offert la place me dit non mais on se rejoint à 19h, on va boire un coup à la Perroque et puis c'est un vendredi soir normal quoi. Et je prends ma petite Twingo et je m'en vais en direction de Paris et je vais boire des coups et je passe du temps avec mes amis et je retrouve d'autres amis sur place et puis c'est un bon moment et puis le concert commence et c'est un concert incroyable. Vraiment, je pense que même si je suis pas fan du groupe, je me rends compte à quel point ils sont forts sur scène, que c'est une prouesse technique. Enfin, vraiment, j'hallucine en fait. Où j'avais jamais vu cette salle aussi joyeuse et aussi pleine de vie. Et puis au bout d'un moment, je m'absente, la bière aidant, je m'absente de la présence de mes 2 amis qui m'accompagnent, donc Guillaume et Bambi, on l'appelle Bambi. Et je vais aux toilettes. J'en profite pour regarder mon téléphone. Et j'ai mon père qui m'envoie une série de 3 messages. Et qui me dit mon fils, explosion au Stade de France, ça tire à Paris, attention à toi, attention mon fils. Mon père écrit pas très bien français, mais j'arrive à comprendre que dans cette série de 5-6 mots, qu'il y a un danger. Il y a un bruit assez caractéristique qui vient de l'intérieur de la salle. Je suis encore aux toilettes à ce moment-là. Et je décide de repartir en courant, voir mes 2 potes au balcon. Je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 10 ans. Et donc, plus spécifiquement à un jeu vidéo où on utilise une Kalachnikov, qui est une de mes armes fétiches.
Et je reconnais assez distinctement le bruit de la calache. Parce que la calache, c'est une vieille arme, la plupart sont complètement usées, un peu rouillées, elles font un bruit très métallique. Et en fait, j'ai du mal à croire ce qui est en train de se passer. Je me dis, ok, pas maintenant, c'est pas possible. Et je me le dis à voix haute, quoi, comme pour me dire, réveille-toi. Je repense au message de mon père aussi, je me dis, c'est bizarre. Et je demande à mes deux potes, je regarde Guillaume, je lui dis, mais il se passe quoi Il dit, non, mais ça va reprendre, t'inquiète, c'est que des pétards. Mais j'ai quand même envie de lever le doute, parce que j'ai le message de mon père en tête. Et puis je suis au Bataclan, donc on est quand même à l'intérieur de la salle, on risque rien logiquement. Mais je me lève et je vais sur cette barrière au balcon, et je me penche au-dessus et j'ai mes 3 sens qui s'activent. Où en fait je vois les premières balles fuser dans la fosse, donc du sang giclé, voilà. J'ai l'odorat, ça sent la poudre, ça sent le sang, et j'ai l'ouïe. Et en fait j'entends le bruit des coups de feu beaucoup plus fort. Et je comprends que c'est pas des pétards. Et je comprends qu'il y a un danger. Donc je me retourne, je repars en courant voir mes deux potes et je leur dis il faut qu'on parte, on nous tire dessus. Et après j'alerte. Donc je crie aux gens de se mettre à terre, qu'on nous tire dessus. Mais les gens paniquent. C'est assez caractéristique de ce moment de sidération où en fait on comprend pas que notre vie est en train de basculer et on comprend pas qu'on risque la mort en fait. Mes deux potes comprennent pas ce qui se passe. Moi, je sais qu'il faut que je m'en aille. Mon pote Bambi, lui, veut absolument descendre au rez-de-chaussée, prendre l'issue de secours qui se trouve près des toilettes. Sauf que moi, je lui dis, non, faut pas y aller parce que s'il y a des tireurs en bas ou un tireur en bas, tu risques de mourir, quoi. Et en fait, on se comprend pas. Lui, il disparaît. Moi, je me dis que c'est impossible que je le suive. Parce que ça a beau être mon pote, j'ai pas envie de mourir. Et je suis avec Guillaume et lui, il panique, et à un moment, il s'enfuit. Et le balcon est en train de se vider. Donc j'ai des gens qui rampent par terre, je me mets par terre aussi, je me mets à ramper et je me dis je vais essayer de traverser cette porte de service. Et je décide d'y aller en rampant, et avant d'ouvrir la porte, toujours avec cette idée de me dire que si mon corps est exposé, je risque de me faire tirer dessus. C'est assez bizarre, mais je décide de jeter un œil pour voir ce qui se passe en bas, pour voir s'il y a quelqu'un qui tient en joue la porte, pour voir si je suis en danger, quoi. Et en jetant un œil, je vois un mec habillé en jogging, un mec lambda, quoi, avec une calache. Je vois qu'il est en train de recharger. Je me précipite vers cette porte, je l'ouvre et je la traverse et je me rends compte que en fait on m'a tiré dessus. Le tireur a pas fait mouche en fait, donc ça a percuté le mur à côté de moi et je tombe sur ce petit couloir là qui fait peut-être 6 mètres de long et 1m30 de large. Il y a une trentaine de personnes qui sont là, tout le monde me regarde parce que je suis le dernier arrivé dans ce couloir. Il y a 2 grandes fenêtres à ma gauche, d'1 mètre ou 1m50 de haut et 1 mètre de large. Et je regarde les fenêtres, je me dis ok, et je regarde une nana, une blonde, je lui dis, il y a une sortie de secours en bas, parce qu'au bout de ce couloir, il y a un escalier. Et on me dit, non, on est coincé. Là, je me dis, ok. La seule issue, c'est la fenêtre. Et d'un coup, les tirs ressurgissent, mais à quelques mètres derrière la porte de ce couloir. Je regarde la fenêtre, je me dis, ok, maintenant, j'ai pas le choix. Et je regarde le toit du Bataclan. Et je me dis, ok, je vais essayer de monter sur le toit. Au-dessus des fenêtres, il y avait donc côté extérieur, il y avait une espèce de grille d'aération. Et je me dis, peut-être qu'on met dans de la grille, je peux essayer de monter, quoi. Sauf que je suis pas un sportif, et j'y arrive pas. Je me lacère les doigts, je me rappelle que j'ai du sang qui coule dans les manches, et je me taillade les poignets, les mains, et j'abandonne en fait. Et j'abandonne en me disant que je peux pas traverser cette fenêtre ou rentrer à nouveau dans le couloir, parce que je vais tomber nez à nez avec le tireur, et qui va me tuer. Il y a un moment assez bizarre de calme en fait, qui s'installe. Où j'ai froid, donc je regarde ce qui se passe autour de moi. Donc là, je commence à jeter un œil au bout du passage Saint-Pierre-Amelot. Je vois des ambulances, des gens qui courent, et je jette un œil à ce qui se passe en dessous de moi, quoi. Et je vois une foule traverser, sortir du Bataclan, et des gens s'effondrer, avec des gerbes de sang, avec des cris de douleur, et je me dis putain, je suis en train de voir des gens mourir, quoi. Toujours avec cette idée que ça va m'arriver. Et je sens une présence à ma gauche. Et je me rends compte qu'il y a un gars qui est là, qui m'a rejoint sur le bord de cette fenêtre. Et donc je me dis, quitte à mourir, autant savoir comment il s'appelle ce mec. Ça peut paraître un peu bizarre, mais ça enlève un brin de solitude. Et donc je le regarde, je lui dis, tu t'appelles comment? Il me dit, je m'appelle Sébastien. Et je me rappelle de l'attraper par la côte là et lui dire, t'inquiète, ça va aller, on va s'en sortir et on va boire des coups ensemble. Sauf que moi j'y crois pas, quoi. J'ai peur.
Et je me rends compte que là, je commence à me préparer à mourir. Donc je me dis que j'ai pas envie de souffrir. Je me dis que si on me tire dessus, j'ai envie de mourir tout de suite. J'ai pas envie d'avoir mal. J'ai pas envie d'être dans le coma. Je me dis que je veux que ce soit rapide et clair, quoi. Et je me mets à prier. Alors que je suis même pas croyant. Mais bon, autant tenter tout ce qui est possible. Et après mes prières, je regarde Seb et je lui dis, écoute, dans peu de temps, il va y avoir un mec qui va traverser la porte, donc une porte qu'on voyait très bien à travers les fenêtres. Il y a un mec qui va traverser cette porte, il va être armé. S'il nous voit, suis-le, quoi. Enfin, fais rien s'il nous tire pas dessus, fais rien de dangereux, écoute ses ordres, quoi. Au moment où je lui dis qu'il y a un mec qui va traverser cette porte, le terroriste donc traverse la porte. C'est pas le même gars que j'avais vu en bas. Je me dis, ok, bon, c'est très rapide, hein, et le mec se penche par la fenêtre et il nous braque. Et il nous somme de descendre de là. D'un geste, nous demande de rentrer ou de retourner sur le balcon. Et Seb, il va assez vite. Et il me demande de me asseoir, en fait, sur le balcon. Et je me rends compte que là, il y a une dizaine de personnes qui sont assises par terre. Je vois un autre mec, armé. Et là, je reconnais le gars qui était en bas au début de l'attentat, on va dire. Le mec qui nous a délogés de la fenêtre, il se met face à nous, et tandis que l'autre, lui, est à la jambe sur le garde-fou du balcon, et lui, il est dans la bergerie, quoi. Donc il abat des gens impunément, comme ça. Il les somme de pas bouger. S'il bouge, il tire. Donc, je pense qu'il tue au moins 4 ou 5 personnes à ce moment-là. Donc ce mec, là, de la fenêtre, il se met devant nous et il dit on est soldats du califat. En fait, il commence à nous expliquer qui ils sont. Et je me rends compte qu'on devient en fait la justification de leurs actes. Et ils ont besoin de témoins, en fait, en quelque sorte. Au bout d'un moment, je l'entends dire et toi, tu penses quoi de François Hollande ? Personne ne répond, et en fait, il repose la question, et je me rends compte qu'il s'adresse à moi. Il pose la question encore, et je lui dis, je pense rien. Il me dit, si, tu penses bien quelque chose. Je lui dis, non, je pense rien, je suis pas français. Je sais pas pourquoi il me dit ça, mais il rajoute, te crispe pas parce que t'as peur de moi. Et moi, je lui fais le nom de la tête, comme si j'avais pas peur de lui. Et il me dit, mais t'es d'où ? Et là, je lui dis que je suis chilien. Et il se passe un truc bizarre où il arrête de me parler, en fait. Peu de temps après, le deuxième terroriste, il continue de faire feu dans la fosse. Voilà, lui, c'est un psychopathe, quoi. Un fou. On entend des cris en bas. Et à ce moment-là, le Bataclan, il est baigné dans une lumière de concert, mais tout feu allumé, quoi. C'était grand jour là-dedans. Et il y avait des bruits, il y avait des gens qui gémissaient, des gens qui criaient. C'était un cauchemar, hein. Vraiment, c'était horrible. Et après ce cri, des coups de feu. Et après ces coups de feu, une explosion. Je comprends pas ce que c'est. Et après, il y a plein de confettis qui tombent du plafond. Et je me dis, ça c'est bizarre, ces confettis là. C'est peut-être des confettis qui étaient prévus pour la fin du concert et qui en fait sont tombés parce que... Et en fait, c'est pas des confettis. C'est des morceaux de boulon. C'est des morceaux de chair. C'est du sang, en fait. Cette voix qu'on entend, c'est un commissaire qui rentre dans le Bataclan et qui intervient, en fait. Et il abat un homme sur scène qui avait des otages autour de lui. Ça crée un moment de bascule assez bizarre auprès des deux terroristes qui sont avec nous, où ils expriment une certaine joie, quand même. Ils sont assez heureux que leur collègue soit décédé de cette façon-là, donc ils exultent un peu. Il y a une espèce de peur, j'ai l'impression, je sais pas. Mais ils perdent pied et ils nous demandent de retourner dans le couloir où j'étais un peu plus tôt. À ce moment-là, dans mon esprit, il y a une espèce de résignation et presque d'abandon, en fait, de l'espoir de survivre. Du coup, il y a plein de mécanismes qui se mettent en place dans ma tête où j'essaie de me dire, si je m'en sors... et je m'imagine plein de scénarios, et si la police arrive et machin... Et mon esprit, c'est de créer, en fait, des échappatoires à ce qui est en train de se passer autour de moi. À chaque fois, à chaque petit scénario créé dans mon esprit, c'est la mort. D'autant qu'à un moment, dans la prise d'otage, on nous fait comprendre qu'ils ont aussi des gilets d'explosifs. Et on se dit, ok, s'ils ont plus de balles, ils ont juste à se faire exploser, en fait. Toutes ces conclusions-là me mènent à un état d'effondrement, en fait. Et on entend quelqu'un qui touche la porte. Donc, en fait, sur cette porte, il y a 3 otages qui sont placés pour faire barrière. Et des voix qui s'élèvent derrière. Et on comprend que c'est un flic. Il y a une espèce de communication sourde qui se passe parce que les policiers de la BRI, ils étaient casqués, armurés, machin, ils entendent rien en fait à ce qui se passe autour, ils ont des communications radio en même temps, voilà, c'est très compliqué. Et les terroristes réclament un téléphone. Sauf que il y a une des otages qui dit mais moi j'ai un téléphone si vous voulez quoi, enfin je vous le donne, voilà quoi. Donc l'otage donne ce téléphone et puis
les terroristes essaient ou l'otage, je me rappelle pas, essaie de communiquer son numéro à ce flic. Et puis l'opérateur de dire je ne t'aime pas, vous pouvez répéter, et avec on prend une certaine une voix un peu un certain espoir, quoi, parce que jusqu'alors c'était les gémissements des gens qui mouraient, les gens blessés, les coups de feu, et puis là cette voix là qui ramène du soleil, quoi. C'est assez bizarre. Moi je me rappelle de me dire putain, on dirait le gars qui fait la pub de Puget, quoi. Et c'est dingue parce que le mec entend pas, c'est l'opérateur de la BRI, et on se met tous à chanter en chœur le numéro de cet otage. Donc durant pas mal de temps, donc les 2h30 qui constituent la prise d'otage, les flics, ou plus spécialement le négociateur, gagnent du temps auprès du terroriste, aussi parce que les terroristes n'ont pas de réelle demande. Et puis il y a des coups de fil, une série de plusieurs coups de fil qui sont donnés, et jusqu'à un 6e coup de fil. Et je me dis, il y a un truc bizarre. Une seconde après qu'il ait raccroché, même pas, ou même peut-être pendant le coup de fil justement, un grand coup qui est donné sur la porte. Et puis les otages qui sont contre la porte se mettent à crier de pas rentrer. Ils disent ils ont des ceintures explosives, rentrez pas. Nous on se met à crier aussi parce que clairement on a envie qu'ils rentrent, mais en même temps on se dit mais s'ils rentrent c'est la fin pour nous, quoi. C'est assez bizarre, mais on lutte tous ensemble pour que la police ne rentre pas. Je vois la porte qui est en train de se dégonder, le plus petit des 2 terroristes qui m'attrape par l'épaule et qui me donne l'ordre d'aller au bout de ce couloir. Et je me retrouve en haut de cette cage d'escalier. À côté de moi, j'ai un des otages, Stéphane, et un autre otage qui est juste à côté, Sébastien. On est tous les 3 par terre, recroquevillés, où moi, clairement, je me dis que je vais me prendre une balle de la police. Et c'est assez bizarre parce que du coup, j'ai peur de me prendre une balle de la police et peur de me faire tuer par les terroristes. À la place de la porte, en fait, qui s'était effondrée sur les otages, je vois un grand mur noir avec une toute petite fenêtre et je commence à voir des grenades. Et je reconnais des grenades assourdissantes et aveuglantes, les jeux vidéo toujours. Mais je distingue le terroriste qui est devant nous, contre toute attente d'ailleurs, c'est assez bizarre, il nous tire pas dessus et en fait il tire sur le bouclier de la police. Il encaisse 27 coups de feu, et les 27 coups de feu sont tirés devant moi, Steph et Seb. Et lorsque le terroriste se rend compte que la police progresse et que il a plus de balles, il a plus rien pour se défendre, que lui reste-t-il d'autre à part se faire exploser? Et je vois distinctement sa silhouette chercher une chose dans sa poche, ou voilà, en tout cas se toucher les poches, un peu comme nous on chercherait nos clés. Ouais. Et il appuie sur un bouton, et en fait, jusqu'alors, il y avait eu des explosions, donc des grenades de la police qui n'avaient pas dégagé de chaleur. Mais celle-là était différente. Je me rappelle d'être par terre et d'être soulevé en l'air. Et j'ai la tête qui cogne le mur. Et après, il y a un grand silence. Et j'ai 2 mains qui m'attrapent la tête et la ceinture, et qui me jettent dans le couloir. Et je me remets sur mes jambes et je me rends compte qu'en fait, il y a des gens coincés en dessous, donc les otages qui étaient contre la porte. Et j'ai une idée dingue qui me traverse l'esprit. Je me dis, mais en fait, on était un groupe face à ces deux terroristes. Je veux pas en laisser un, en fait. Et je deviens fou. Et je soulève le bouclier. Et je sors une des otages qui est en dessous, qui se trouve être handicapée en plus. Et je m'en vais, je sors du couloir. Il y a un opérateur qui se trouve face au bar. Et l'opérateur dit à voix haute, regardez pas. Et moi, je regarde. Je vois qu'il y a une espèce d'amoncellement de gens morts, en fait. Et donc je me dis, mais qu'est-ce qui me différencie de ces gens-là? Pourquoi je suis là alors qu'eux sont plus là, en fait? Il y a un gars qui m'attrape par les épaules, il me relève, il me dit, t'inquiète, on s'en est sorti. Maintenant, on sort d'ici, on dégage. Et je me retrouve dans le Bataclan, sur la gauche. Et en fait, je me rends compte que je suis plus du tout la même personne que quand je suis rentré, quoi. Je pense à mon pote Guillaume. Et je vois un flic devant moi et je me mets à lui parler. Et il me fait signe de me taire parce que je suis en train de gueuler dans la rue, clairement. Et il me dit, oui, je sais, calmez-vous. Et donc j'essaie de me calmer. Et en fait, pendant qu'il me parle, je sens le parfum de mon pote Guillaume. Et c'est la première odeur différente que je sens après l'attentat. J'ai mon pote qui me dit, en fait, 5 sur 5, quoi. On s'en est tous sortis. Et puis les flics nous demandent de gagner une cour d'immeuble rue Barkampf, où il y a des centaines de personnes, je pense. Au moins une centaine. Il me dit, non mais il faut contacter tes parents, il y a tout le monde qui te cherche, il faut qu'on dise à tes parents que tu vas bien. Et en fait, je lui dis, ok, mets sur mon mur Facebook, tu mets un petit mot et tu dis que je suis en vie, quoi, et que que c'est déjà beaucoup, quoi. Écrit David est safe. Pour mes parents, c'est la première bonne nouvelle de la soirée, quoi.
Et peu de temps après, j'ai ma mère au téléphone, où j'entends la voix de ma mère qui me parle en espagnol et qui me dit hijo, quoi. Et c'est un truc qu'elle m'a toujours dit. Mais là, ça avait une saveur différente. Ou assez bizarrement, j'avais l'impression d'être un nouveau-né, parce que je sortais d'un truc de fou, quoi. Et elle me dit, mais tu vas faire quoi? Je lui dis, bah, faut que j'aille parler avec la police, parce que j'étais avec les terroristes. Elle me dit, quoi, t'étais avec les terroristes? Enfin, elle comprend à peine, quoi. Je peine à lui dire qu'on raccroche. Et au moment où on raccroche, il y a un policier qui rentre dans la cour et qui dit, mettez-vous en rang, on va prendre vos dépositions. Parfait. Moi, je prends Alix et Guillaume, je dis, on va aller devant, parce qu'il faut absolument qu'ils m'auditionnent le plus vite possible. Et j'en étais convaincu. Assez bizarrement, j'en étais assez convaincu. Et quelque part, j'avais aussi envie de me débarrasser de ça. Et on sort de là, et on va vers le bus. Et en fait, dans le bus, je suis projeté sur un quotidien un peu bizarre où quand j'allais au lycée professionnel, je prenais le bus. Et là, je me rends compte, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à chaque fois, il y a une espèce de remise en dimension de ce qu'est le présent et de ce qui est en train de m'arriver. Et en fait, ce bus nous emmène au 36 quai des Orfèvres. Et on traverse un Paris qui est vide, endormi. Dans le bus, il y a des gens qui pleurent. J'ai le souvenir d'une nana qui est effondrée, qui arrête pas de pleurer. Et on arrive devant le 36, on nous fouille. Et au 36, d'ailleurs, il y a Jesse Hughes, le chanteur du groupe qui est là, qui est aussi victime. J'ai l'impression qu'il a besoin de se tenir debout avec nous et de dire aux gens, ok, on est tous touchés, mais voilà, moi j'ai été aussi visé comme vous, mais voilà, je suis là parmi vous et tout. Et c'est un truc qui m'a pas mal touché de le voir là. J'étais heureux de me dire que, entre guillemets, qu'un mec comme lui était capable de cette humanité-là. Et j'ai ce flic là qui vient me chercher, un mec tout sec, maigre, avec une barbe poivre et sel, des poches sous les yeux, donc vraiment l'espèce d'archétype du flic parisien. C'est limite s'il fumait dans le bureau, qui m'accueille voilà sous les combles, quoi. Et il me dit ok, racontez-moi. Je passe 3 heures avec lui, et le flic me demande tous les détails. Ça tombe bien parce que j'ai tout enregistré. Donc je lui raconte chaque détail, je lui donne le modèle des armes, je lui donne le type de munitions, je lui donne combien de coups de feu ont été tirés, je lui dis à quel moment ils ont été tirés, pourquoi, je lui dis à quoi ils ressemblaient, les noms que j'ai entendus. Je lui raconte tout en fait. Je vois dans son regard que ça a une importance. Et là je me dis ok, tout ça n'a pas été inutile, et je scelle à travers ce premier témoignage, entre guillemets, l'importance de ce qui m'est arrivé. Et là je pars de ce bureau, je me dis ok, je suis tranquille, maintenant j'ai raconté tout ce que j'avais à dire. Je redescends les escaliers sans savoir que je suis dans un des symboles de la République. Et j'emprunte cet escalier qui est classé monument historique. Je prends le 36 comme une première terre d'accueil, quoi. On se réveille avec Guillaume le lendemain, du coup. On a dormi 2 heures, mais j'ai l'impression d'avoir dormi 1 seconde. J'ai souvenir là d'avoir fermé les yeux, puis les avoir rouverts presque instantanément. Guillaume qui me dit que ses parents sont pas loin, qu'il aimerait les rejoindre et tout. Et donc, je me retrouve avec les parents de Guillaume. Et en les voyant, d'ailleurs, je me dis qu'il serait peut-être temps que je rentre. J'ai rien pour prévenir mes parents, donc je dis à Guillaume de leur envoyer un message. Et puis je demande au père de Guillaume de m'accompagner boulevard Richard Lenoir, ou en tout cas croisement boulevard Voltaire. Ma voiture est là-bas en fait. J'avais garé ma Twingo presque face au Bataclan. Il me dépose là-bas, Guillaume me quitte, et je me retrouve tout seul dans ma bagnole. Je prends cette route là, j'écoute TSF, je vois l'aéroport d'Orly, qui a longtemps été pour moi un grand symbole de mon arrivée en France, de mon enfance aussi, voilà, et je me rends compte que je suis aux portes de ma ville. Je me gare devant chez mes parents, et assez bizarrement, j'ai l'impression qu'ils vont m'engueuler. Un peu comme si j'avais fait une connerie, que j'avais passé la nuit au poste, ils vont me dire, non mais faut que t'arrêtes tes bêtises et tout, et j'ai un peu honte de retourner les voir et d'être accueilli par eux, quoi. Et aussi parce que je me sens complètement différent. Et je suis dans ma cage d'escalier, et depuis mon enfance, j'ai pour habitude d'entendre ma mère parler en espagnol dès le rez-de-chaussée, au téléphone. Et là, ça va pas manquer. Et je monte chaque marche comme si c'était Mont Blanc, quoi. J'ai l'impression de faire une
une séance d'alpinisme infinie et j'arrive devant la porte de mes parents au deuxième. Je sonne parce que j'ai pas mes clés. C'est mon père qui m'ouvre. J'ai ce grand bonhomme là qui me regarde et on se regarde pendant 3 secondes où en fait je me rends compte qu'il est dans le même état que moi, quoi. Qu'il est en souffrance, qu'il a mal et je vois dans ses yeux une tristesse mais insondable, quoi. Et je me jette dans ses bras, si fort qu'on vacille et qu'on tombe par terre ensemble, mais on se lâche pas. J'ai cette espèce d'impression infinie où je me dis ok, là il peut plus rien m'arriver. Ma mère était juste à côté à ce moment-là, et elle me regardait avec mon père. Et elle a été un peu plus pudique. Elle s'est révélée plus présente un peu après, ou plus à l'écoute de mes besoins, de ce dont je parlais. Et je me rends compte que, comme mon père, ma mère a subi la prise d'otage, et ils ont vécu au crochet des informations, et pour eux, c'était fini, quoi. Jusqu'au moment où Alix écrit ce mot sur mon mur Facebook, où là, c'est la libération. C'est une libération psychologique pour eux, et moi, c'est une libération physique. J'ai envie de retourner travailler pour 2 raisons. C'est que j'ai plus de sous, et l'autre, c'est pour essayer. Parce que je me rends bien compte que je pourrais pas rester immobile comme ça toute ma vie, et que j'ai aussi envie de me ressaisir et de ressaisir mon quotidien. Donc je retourne bosser au River, enfin en tout cas essayer de bosser au River 1 semaine ou 2 semaines après, je crois. Et j'ai mon pote, mon collègue Cyril, qui est un ami proche, qui me dit ok mec, on fait un essai. Moi je vais être avec toi, même s'il y a pas besoin, je vais rester avec toi. Puis si ça va pas, tu me dis, et voilà. Donc j'ai quand même ce disjoncteur là qui me dit ok, s'il y a un problème, tu pars. Voilà, j'essaie de bosser comme avant. Il y a du rock, il y a des gens, il y a du bruit, il y a des gens qui boivent des coups, et il faut que je bosse. Et en fait, je me rends compte au bout d'un certain temps que j'oublie des choses. Donc j'oublie les commandes qu'on me passe, je suis ailleurs, je suis complètement sonné en fait. Et assez douloureusement, je dis à Cyril, écoute, je vais y aller parce que j'y arrive pas. Je me rends compte à ce moment-là que il y a un deuil qui va s'installer sur mon possible futur dans le milieu du bar. Et je le vis hyper mal parce qu'en fait j'avais une promesse d'embauche en CDI dans un autre bar, à Pigalle, qui était un des bars de mes rêves en fait. Et je me rends compte que je vais pas pouvoir l'honorer. Et donc ça me fait mal parce que je réalise que je suis plus le même mec, psychologiquement je suis en lambeaux, quoi, que j'arrive plus à bosser. Et qu'en plus on est en train de il y a mes rêves qui sont en train de m'échapper des doigts, quoi. Très vite après l'attentat, j'ai eu envie de connaître ces hommes-là, cagoulés, qui m'ont sorti du Bataclan. Ces hommes, ils sont allés au-devant du danger, et ils sont allés au-devant d'une situation qui pour moi était la fin absolue de tout. Et j'avais envie de voir ces visages, ces silhouettes, ces gens en fait, et les rencontrer pour leur dire merci, et pour ne serait-ce que mettre des prénoms sur ces espèces de héros qui ne faisaient que leur travail en fait. Et donc le rendez-vous est donné 1 semaine après, je crois, qu'on est fin novembre. Et j'y vais avec ma petite amie de l'époque, voilà, et qui m'accompagne. Donc on monte les escaliers, machin et tout, donc, toujours les mêmes escaliers, monument historique du 36 quai des Orfèvres. Ma petite amie est mise un peu de côté parce que voilà, elle est un peu sensible, donc on essaie de faire attention aussi, voilà. Et puis j'ai des mecs habillés en bleu noir là qui me regardent avec une espèce de curiosité dans les yeux, et ils me disent c'est toi l'otage du Bataclan. Et puis une pudeur en fait, et une pudeur qui est tellement bienveillante. Et puis moi je m'installe comme si c'était chez moi en fait, et on se met à parler. Je crois que je suis arrivé là à 10h30 et j'ai dû quitter les locaux à 15h. Ils m'emmènent manger dans la cantine, et on parle, et on débriefe, et ils me disent non mais ils étaient comme ça, comme si, et nous quand on faisait ça vous faisiez quoi, et machin. Et je ressens en fait de leur part, et eux je pense ont senti la même chose en miroir, un besoin de parler, mais surtout un besoin d'échanger nos expériences. Avant de partir, ils disent attends, on va te montrer un truc. Je dis ok, bon je les suis, moi j'ai vraiment cette espèce je me sens à l'aise en fait, et en sécurité, ce qui est assez rare à l'époque. Ils m'emmènent dans un des couloirs du service où ils exposent le bouclier Ramsès qui a servi à l'intervention. Et j'ai l'impression de me retrouver face à l'objet qui a absorbé toute la haine qu'avaient ces gens-là envers nous. Nous, pauvres citoyens parisiens qui étaient allés voir un concert, boire un coup, ou juste manger au resto. Et donc je leur dis je peux toucher, et je me mets à toucher le bouclier, et je mets les doigts dans les trous.
Parce que j'ai besoin de voir, j'ai besoin de m'approcher de ça, quoi. C'est ce truc-là qui a absorbé toutes les balles qui nous étaient destinées. Début d'année 2016, j'apprends que les Eagles of Death Metal ont prévu de terminer, entre guillemets, leur concert du Bataclan à l'Olympia. J'ai assez vite une espèce de rage de vivre, où j'ai envie de mettre le pied à l'étrier, quoi. Et j'ai envie de me réapproprier ça. La musique, quoi. Putain, le rock, c'est un truc qui m'accompagne depuis ma jeunesse. Non, faut pas l'abandonner, quoi. On m'a déjà enlevé mon rêve d'être barman, ça on me l'enlèvera pas. Je me dis, mais pour que celui-là se passe bien, entre guillemets, il faut quand même tenter un truc. Et donc je vais à un premier concert d'un groupe de rock suédois qui s'appelle Ghost. Et j'ai bien choisi la salle parce que c'est pas à Paris, c'est à Rouen. Il y a pas de balcon, donc c'est une fosse unique. C'est dans une espèce de zone d'activité, donc c'est une espèce de grand hangar. Donc il y a rien, mais rien qui ressemble à ce qui m'est arrivé le 13 novembre. Donc le concert se passe bien, je suis accompagné de ma petite amie et de 2 amis. J'ai en tête un échange que j'ai eu avec mon ami Stéphane. Et Stéphane me dit non mais tu vas voir, tu vas te laisser porter par la musique. Et en fait c'est ce qui se passe. Je me laisse porter par la musique. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est contraignant d'être là. Mais je suis là. Le 16 février ou le 15 février, au moment du concert de Eagles of Death Metal à l'Olympia, je suis parti avec cette même optique. Ça va pas être agréable, ça risque d'être même plutôt désagréable, mais tu dois le faire. Tu dois le faire parce qu'il y a un début de devoir de mémoire, parce que il faut que tu termines ce concert du Bataclan, et parce que il y a une partie des gens qui seront là, qui étaient aussi là-bas le 13 novembre. Donc c'est aussi cette idée de partenir à une communauté de victimes. Et l'Olympia, c'est le plus beau concert de ma vie. Parce que il se passe exactement ce que je pensais qu'il allait se passer, c'est-à-dire que le concert est aussi fort, voire mieux que le concert du Bataclan, que je suis entouré d'amis, mais de nouveaux amis, qui étaient aussi ce soir-là au Bataclan. Et en sortant de la salle, je me dis, ok, la page est tournée, la porte est fermée, c'est fini. Et le lendemain, j'ai prévu de partir au Chili. J'ai eu envie de partir au Chili parce que quand je me suis rendu compte que je pouvais plus travailler et que mes finances allaient un peu mieux, je me suis dit je vais partir parce que j'ai un besoin de nature et besoin de racines. J'ai besoin de retrouver, de voir Pucón, de sentir l'air chilien et de me réapproprier une partie de mon existence finalement et de mon identité. Je quitte la France, c'est un mercredi, donc c'est le lendemain du concert de Eagles of Death Metal. Et j'avais prévu de faire une grande randonnée en Patagonie, un truc hyper dur en fait. Je suis dans l'avion et je me rends compte qu'il y a un truc qui commence à me manquer. J'ai mal, comme toujours, mais il y a un truc qui commence à me titiller, ouais, à l'intérieur de moi, sans vraiment me rendre compte ce que c'est. Et je continue, je tiens la route, je me dis voilà, il y avait une partie du voyage qui était en commun avec mes parents, mais mes parents restent à Santiago. Et puis je passe en fait 24 heures en l'air. J'arrive à Punta Arenas, je fais un tour en ville, machin, et j'ai toujours ce truc là qui me fait mal. Je comprends pas, c'est pas une douleur physique, hein, j'ai une angoisse, quoi, une espèce d'anxiété qui naît. Alors que je devrais être heureux. Je devrais être soulagé de pas être au milieu des klaxons parisiens, de la foule parisienne, voilà. Mais non. Je passe une nuit à Puerto Natales, le lendemain je dois prendre un bus pour me rendre dans le parc national, je commence ma randonnée, et j'ai toujours ce truc. Et c'est bizarre. Je m'installe dans le premier refuge ou coin d'attache au sein du parc national pour me préparer donc pour les jours suivants. Je mets une plombe à installer ma tente, parce qu'il y a un vent de folie, on est en Patagonie, il y a des vents à 100 km/h qui sortent de nulle part, il pleut, il neige, enfin c'est n'importe quoi, la Patagonie c'est un lieu d'une extrême violence finalement. Je fais quelques photos, et j'essaie de dormir. Et en fait, comme dans l'avion, finalement, je suis pris d'une espèce de réveil, j'ai les yeux grands ouverts, mais je suis incapable de me détendre. Et je me rappelle que dans mon sac à dos, j'avais mis une petite trousse de soins, quoi, de secours, avec dedans des médicaments qu'on m'avait prescrits. Et ces médicaments, c'est l'Atarax. L'Atarax, c'est un anxiolytique, et c'est aussi un antihistaminique, je crois, mais qui est utilisé pour 2 raisons. Je prends un Atarax, je m'endors, et je me réveille le lendemain avec une espèce de gueule de bois assez bizarre. Et je me rends compte qu'en fait, ça va pas. Ça va pas, et je me sens démuni, nu, en fait, au milieu de ce paysage, et j'ai qu'une seule envie, c'est rentrer à Paris. Alors que j'ai fait 13 000 km de distance pour arriver là où je suis, sous ma tente, là.
Je vais au refuge, il y a un peu de connexion internet, ça me coûte 30 € les 10 minutes, je crois. Enfin, c'était hors de prix. Et j'appelle ma sœur via WhatsApp. Ma sœur vit à Pucón. Et je lui dis, Vanessa, ça va pas, je me sens pas bien, faut que tu m'aides. Elle me dit, mais tu veux faire quoi? Je lui dis, bah, je sais pas, enfin, trouve-moi une solution, mais, et je la prends vraiment comme, entre guillemets, ma tour opératrice. Elle me dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que tu vas reprendre un vol de Punta Arenas jusqu'à Santiago. À Santiago, il y a encore ton père qui est là avec tes grands-parents. Et de Santiago, tu prendras la voiture avec eux pour aller à Pucón. Donc, en fait, je fais demi-tour. Et ce voyage au Chili, en fait, il a été révélateur du traumatisme qui était enfoui en moi, sur plusieurs aspects. D'abord, le déracinement initial de mon enfance, et celui du Bataclan. Je me retrouve vraiment confronté à ma douleur et à ma solitude et à ma propre violence, et aux propres souffrances, aux propres blessures que j'ai en tête. Il a quand même fallu que je fasse 13 000 kilomètres pour me rendre compte que j'étais gravement traumatisé. Et c'est au début, je le prends vraiment comme un échec. Je me déteste. Je me déteste d'avoir abandonné ça. Plus jamais j'aurai cette occasion, et c'est un terrible échec. Et je passe 2 semaines à prendre de la Tarax pour dormir, pour me détendre. Et durant ces 2 semaines, il y a les premiers symptômes qui commencent à s'installer. C'est l'anniversaire de mes neveux. Donc il y a des ballons, et en fait mes neveux s'amusent à les exploser. Sauf que pour moi, c'est pas des ballons, c'est des coups de feu. Et je suis avec mon père là sur la terrasse de la maison, et mon père me voit sursauter. Mon père me dit, David, c'est que des ballons. Et en fait, je suis spectateur de ma propre douleur. Je passe 2 semaines au Chili, pénible, sous le signe de la Tarax. C'est devenu une drogue en fait. La psychiatre qui me l'a prescrit, elle m'a dit c'est une béquille sur laquelle vous pouvez vous reposer. Voilà, c'était une chaise roulante quoi. Donc l'année 2016 a été un moment dans ma vie qui en dents de scie quoi. Donc des moments de joie, mais c'est pas vraiment ça, de moments d'espoir où il y a une certaine lumière, où je me dis ok, je vais m'en sortir, je vais réussir à prendre les rênes de ma vie, et d'autres moments où c'est une profonde dépression. Je prends plus d'Atarax. J'ai essayé de m'en sevrer parce que j'ai compris à quel point c'était dangereux. Je suis suivi par une psychologue, Sandrine. Donc je la vois toutes les semaines, et elle ponctue un peu mon rythme de reconstruction en fait. Et elle me dit très vite que c'est normal, que je dois prendre du temps, et tout le monde me dit ça, prends ton temps, ça va aller, tu verras, un jour ça ira mieux. On me dit des choses comme ça, et j'ai l'impression que les gens s'inquiètent pour moi, mais en même temps ils me regardent un peu, ils me scrutent un peu, en disant, il est quand même bizarre ce mec, il a vécu un truc bizarre. Donc il y a des fractures aussi amicales qui se produisent, qui sont tout à fait normales. Et d'ailleurs en 2016, je me mets au sport pour la première fois de ma vie. Le sport, ça représente une espèce de victoire personnelle sur mon physique. Donc c'est une espèce de réappropriation de mon corps, où je me rends compte que je suis fort, que je suis endurant, et je me prouve des choses comme ça. Et c'est ce qui contribue à ma reconstruction. Et d'ailleurs, il y a autre chose aussi, c'est que je me commence à me faire tatouer, à me tatouer. Ça a commencé par la date du 13 novembre, accompagnée du chiffre 5 sur 5. Parce que on était 5 à aller au Bataclan, on est 5 à s'en être sortis, et on travaillait tous dans le 5e. Il y a quand même des petites victoires, quoi. Il y a une espèce de chemin qui commence à ressembler à ce qu'on peut appeler une reconstruction. C'est les balbutiements d'un mieux, on va dire. Quand j'étais plus jeune à la télé, on voyait les commémorations, par exemple du 11 septembre. Et jamais de ma vie, je me suis dit qu'un jour ou l'autre, j'allais être impliqué dans une commémoration de ce genre-là. C'est un sentiment d'étrangeté, quoi, qui m'accompagne au moment du premier anniversaire des attentats. Je me demande quelle forme ça va prendre. Je me demande qui est-ce que je vais voir. Et en 2016, voilà, je me suis rapproché des autres otages. On s'est retrouvés, une grosse partie. Et on s'est dit que ce 13 novembre 2016, on allait tous y aller ensemble pour briser, entre guillemets, cette boucle-là, et de faire face ensemble. Il faisait froid le 13 novembre 2016. Il pleuvait un peu, je crois. Il y a des gens d'une association de victimes qui s'appelle la FVT qui est là et qui nous distribue des cafés en attendant que les officiels arrivent. Il y a des visages que je reconnais, des silhouettes qui me disent quelque chose. Un peu plus loin, il y a les hommes de la BRI qui sont là. Donc on salue. Et puis arrive le président de la République, c'est François Hollande.
Donc il y a un discours très bref, hein, je sais plus par qui, et puis sont égrenées la liste de toutes les personnes qui sont décédées au Bataclan. Et là, il y a un espèce de retour à ce Paris du 13 novembre 2015, où je suis dans le bus pour aller au 36, et ce Paris vide, et ces noms qui résonnent là, et il n'y a pas un bruit. À tel point que j'ai l'impression que même les oiseaux sont arrêtés de chanter, quoi. Ça me frappe, mais je pleure pas pour autant, et j'ai envie d'être fort. J'ai envie d'être fort pour ces gens, j'ai envie d'être digne, j'ai envie d'exister plus fort grâce à eux. Et je garde cette idée-là de ok, ils sont plus là, moi je suis là, il faut que ma vie ait un sens, il faut que ma vie ait une direction, et voilà, j'ai ça en tête. Et j'ai pas envie qu'ils soient morts pour rien, en fait. Ce serait dire que les terroristes ont gagné, en fait. Et une de ces manières de me réapproprier mon identité, mon existence, mon traumatisme et mes souffrances, ça a été de me tourner vers la nationalité française. Je me suis toujours senti chilien, mais un peu plus français que chilien. Et je fais la demande avec mon ami Benedetta Blancato, qui est aussi victime, qui m'aide à faire une belle lettre et qu'on adresse en fait au cabinet ministériel de l'aide aux victimes. Donc c'est Juliette Méadel, qui était la secrétaire d'État à l'époque, qui reçoit cette lettre. Et donc dans cette lettre, je dis voilà que je suis une victime des attentats, que j'aimerais devenir français, que j'aimerais avoir son aide, parce que j'ai pas envie de vivre ces déboires administratifs interminables. Et derrière, avec toujours cette pensée et ce souvenir du terroriste qui me demande d'où est-ce que je suis, et de moi de lui dire que je suis chilien. Et est-ce que ça aurait pas été lui mentir? Est-ce que j'aurais dû lui dire non, je suis français? J'ai fait l'école de la République, mes amis sont français, je partage toutes les valeurs de la République. Qu'est-ce qui me différencie, en fait, de mon pote Dylan qui est français et moi? Rien, en fait. Et ça a été une quête identitaire, de reconstruction, de construction, des réalisations personnelles. Ça a été un long processus. J'ai reçu une lettre, je crois que c'était le 3 février 2017. Et dans cette lettre, il y a écrit, voilà, vous êtes naturalisé par décret, vous êtes français, quoi. Et ça me met un coup de massue, parce que je me dis, mais j'étais chilien il y a 3 secondes avant que j'ouvre cette lettre. Et en même temps, voilà, j'étais aussi français. C'est une espèce de paradoxe, hein, qui me quitte pas, même aujourd'hui. Je pense que c'est un paradoxe des gens qui sont binationaux. Hein. Avant, je disais que j'étais plus français que chilien. Aujourd'hui, je suis franco-chilien, 50-50, comme ça, tout le monde est content. Et peu de temps après cette lettre du 3 février, j'en reçois une deuxième. Labellisée, ministère de l'Intérieur, je sais pas quoi. Et quand je reçois ce genre de lettres, et j'en reçois encore aujourd'hui, des lettres un peu spé comme ça, où je me dis, mais putain, j'habitais à Tismons, je suis fils d'immigrés chiliens, on est des gens modestes, donc ça me fait toujours un peu bizarre. Donc j'ouvre la lettre, on est début mars 2017, et dans la lettre, on me dit, vous êtes, ça me fait rire, mais vous êtes convié à une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française. Et je dis, ah bon, ok, c'est bien. Au Panthéon. Et là, je me dis, mais pourquoi? Parce que, voilà, je sens que c'est un traquenard et qu'ils vont me mettre sur scène et que je vais rien savoir dire. Et j'ai un trac énorme, quoi. Donc, la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté, c'était le 7 juillet 2017. Et on y va avec ma compagne. Elle fait une photo de moi face au Panthéon. Et j'ai mis une chemise à carreaux, rouge. Donc, en fait, je suis pas du tout en accord avec l'espèce de sérieux, quoi, de sérieux autour de ce monument qui est hyper important, qui est hyper symbolique dans la République, au sein de la République française. Donc, il y a une cérémonie qui se met en place, je me rends compte qu'il y a plein d'autres gens qui sont invités, comme moi, qui viennent d'acquérir la nationalité, donc je me suis parfait, je suis un peu mêlé dans la masse, j'avais pas du tout envie qu'on me dissocie, en fait. J'ai envie de rester le mec chilien de base, voilà, c'est bête, mais j'avais besoin de m'accrocher à cette idée-là. Jusqu'au moment où c'est mon tour, et que le préfet dit David Fritz Weppinger, victime de l'attentat du 13 novembre. Là, je lui dis aïe, voilà, il a été pris en otage. Bon, il explique comme ça, il raconte un peu notre arrivée en France. J'étais quand même très heureux de ça. Il me dit bon, rejoignez-moi sur scène ou sur l'estrade parce qu'il faut qu'il me donne le livret d'accueil. Donc, c'est hyper important. Et dedans, il y a la charte voilà, des citoyens français, voilà, des choses de l'accueil en France, quoi. Je récupère le truc et il me le lâche pas. Il veut pas le lâcher des mains, quoi. Et je sens qu'il résiste et le préfet me regarde, il me fait « Vous devriez dire un mot. »
Et il me dit ça et je suis en complet désaccord avec lui et je lui dis non, c'est bon. Et il sent que mon hésitation et je me dis ok. Et je me mets derrière le pupitre sur scène et j'essaie d'articuler un truc. Mais j'y arrive pas, j'ai envie de pleurer. Je suis angoissé, j'ai peur, je suis démuni quoi. Vraiment, je me sens nul. Et en même temps, je suis hyper honoré. Et j'ai une espèce de mélange de plein de sentiments en même temps. Et j'articule un truc. Je crois que j'arrive à dire un truc du style merci François Hollande, merci. En fait, je commence par remercier tous les gens qui m'ont aidé. Juliette Méadel, machin. Et je parle des valeurs de la France. Je dis que voilà, on m'a enlevé la liberté. Voilà, c'est un truc. Aujourd'hui, je l'écoute pas ce discours parce que clairement, j'étais pas maître de moi-même. J'ai l'impression que face à moi, il y a une dame qui me tend les bras et qui me dit, voilà, maintenant t'es un enfant de la République. Et s'il y a bien un symbole dans ma reconstruction qui a une importance particulière, c'est celui-là. C'est ce moment où je cette figure là qui m'accueille, qui me dit, ok, t'es français. Durant la deuxième commémoration des attentats, donc le 13 novembre 2017, François Hollande n'est plus président. Il a été remplacé par Emmanuel Macron quelques mois auparavant, mais il a quand même tenu à être là. Donc on avait parlé avec les ex-otages avec qui on est très proches, on avait parlé de peut-être aller lui parler, de le rencontrer. Et donc moi je prends mon courage à deux mains et il est devant le Bataclan, il serre des mains à la fin de la cérémonie, machin, il est très heureux, c'est quelqu'un de très accueillant, très généreux. Et je me dirige vers lui, et il se tourne vers moi, et c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'il me reconnaît, d'une certaine manière. Et je dis, Monsieur le Président, Courbette, voilà, j'aimerais vous présenter les ex-otages du Bataclan. Et donc on passe 5 minutes avec lui, il échange un peu avec chacun de nous, et il me dit un truc qui, moi, me bouleverse à ce moment-là. Il me dit, vous savez, on a fait ce qu'on a pu. Et je trouve que ça parle de l'humanité qui fait preuve, et ça parle de l'homme, en fait, derrière ce masque du président. Et j'ai senti de la douleur, j'ai senti du désarroi, j'ai senti du regret, et ça m'a beaucoup touché. Voilà, il y a quelques minutes qui se passent, et il vient me voir à la fin, il me dit, alors qu'il m'avait pas du tout adressé la parole, pendant qu'il parlait avec les autres otages. Et moi, il me fait, bon, on va organiser un dîner, c'est vous qui vous en chargez parce que c'est vous le porte-parole, et puis voilà, on dînera ensemble, là, j'insiste, voilà. Il essaie de me trouver une de ses cartes de son cabinet, il en trouve pas, c'est un de ses gardes du corps qui m'en donne une et tout. Et donc j'envoie un mail à son cabinet un mois après pour organiser ce dîner. Et donc après avoir envoyé le mail, j'ai eu une réponse quelques semaines après, me semble-t-il, et le dîner est fixé le début mars, en fait, 2018. On va à son cabinet, là, et on est accueillis. On est tous un peu, on sait pas trop à quoi s'attendre, en vrai. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, un peu. Et en fait, il s'avère qu'on a passé une excellente soirée. On a passé, je pense, 3h30 à table, où en fait, c'est comme si c'était une réunion entre amis un dimanche midi ou un dimanche soir. Et c'était incroyable d'être avec lui, incroyable de voir cet homme avec tant de responsabilités au moment où tout ça nous est arrivé, qui nous accueille à bras ouverts et qui dit non mais c'est moi qui invite. Ça fait partie des choses qui m'ont guéri, quoi, d'une certaine manière. Aujourd'hui, je suis photographe. Je me suis remis à la photo de manière professionnelle un peu par dépit, après plusieurs échecs entre guillemets professionnels ou plusieurs douleurs professionnelles. Je le vis assez bien, mais je garde toujours le deuil de ma vie de barman comme entre guillemets une épine dans le pied, quoi. C'est douloureux, mais j'aurais tendance à dire que je me suis tourné vers un truc que je fais bien. Bon, il paraît que je suis un bon photographe, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai épousé la femme que j'aime, Doris. On s'est mariés en juin 2018 chez ses parents dans le sud de la France. Et je me rends compte que le temps passe vite, en fait. Que j'ai même pas 30 ans, mais que j'ai une espèce de hauteur sur ma propre existence qui est assez bizarre. J'ai l'impression d'aller un peu mieux quand même. Il y a plein de choses que j'arrive à tenir à distance de plus en plus. Mais j'ai toujours cette soif de sens à ma vie, qui m'arrive d'intervenir en classe avec une association de victimes qui s'appelle l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme. Et cette année, il y a un horizon
flou, c'est celui du procès. J'en attends trop rien en fait de ce procès parce que je sais pas quoi y penser, je sais pas ce que j'ai à dire, mais on m'a dit, mon avocate m'a dit que il y a de fortes chances que je sois appelé à la barre à témoigner. Peut-être que je vais raconter qu'aujourd'hui ça va mieux et puis salut, ou peut-être que je vais refuser, ou peut-être que je vais rentrer dans une espèce de longue litanie où je vais expliquer à tout le monde ce que ces 2 mecs m'ont enlevé. Mais je garde toujours à l'esprit qu'aujourd'hui, ce qui me reste de l'attentat, c'est les relations qu'on a avec les ex-otages. C'est le fait que aujourd'hui je sois avec une femme extraordinaire. C'est entre guillemets mon retour à la photographie et mes rencontres. J'ai rencontré un président de la République. L'an dernier, on m'a invité à Washington à l'ambassade pour la journée internationale des victimes du terrorisme. J'ai écrit un livre. Et en fait, je me dis, si ça a été incroyable, rien ne m'empêche de rendre tout le reste incroyable. Et ce qui est assez bizarre, c'est que je pourrais en vouloir à la France. Du traitement qu'elle a infligé à ma famille, ou moi-même dans ma jeunesse, où j'ai passé des heures à la préfecture, où j'ai été traité comme du bétail, où ma mère pareil, où j'ai passé des nuits entières avec mes parents dehors, devant la préfecture d'Evry. Mais j'ai décidé que cette haine-là envers l'administration, elle était pas correcte. Déjà parce que en référence au petit miracle qu'on a vécu d'être régularisé au dernier moment comme ça, de la chance que j'ai eue d'aller à l'école, d'avoir eu un foyer, d'avoir grandi en sécurité en France. Et en fait, je me suis raccroché à des principes basiques. Et je me dis non, mais en fait, la France, c'est ça en fait. Et c'est aussi tout ce qu'on t'a enlevé le 13 novembre. Et c'est aussi tout ce que ces terroristes ont voulu détruire. Et ce que je suis aujourd'hui continuera d'être ce qu'ils voulaient détruire. Et pour moi, être adopté par la France et adopter la nationalité française, c'était ça. C'était de dire aux terroristes, je suis chilien, mais attention les gars, je suis aussi français. Et c'est ce que j'aurais voulu lui dire ce soir-là. Vous venez d'écouter Transfert épisode 129. Cet épisode est signé Anthony Lesme. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. Guillaume Assal était notre alternant et Vincent Pellegrino notre stagiaire. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.